Bonjour tout le monde, merci d'être là pour cette deuxième journée du Japanoche Festival. On a le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous Thomas Cousseau. Bienvenue Thomas. Merci Steve, je suis heureux d'être là avec vous. Merci beaucoup. Alors Thomas Cousseau, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Beaucoup d'entre vous le connaissent en tant que Lancelot dans Kaamelott. Mais Thomas Cousseau, c'est aussi et avant tout un comédien de théâtre. Donc, ma première question que j'aurais pour toi, c'est quelle est ta vision de la comédie? Parce que le théâtre, devant une caméra, c'est très différent. Pour toi, c'est quoi ta vision de la comédie? Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ta question, je vais essayer. Ma vision de la comédie, du coup je suis désolé pour les personnes qui étaient là, et j'en ai vu un certain nombre, je reconnais les visages, mais je suis obligé de parler de choses personnelles, parce que sinon je vais vous donner tout un tas de poncifs ou de trucs, de phrases un peu convenues, donc je suis obligé de passer par ma vie. Donc ma vie d'enfant, mais surtout d'adolescent, c'est une vie extrêmement enfermée sur moi-même, d'une timidité maladive et qui en souffrait, donc qui était incapable d'aller parler aux gens. Et le hasard, enfin pas tout à fait le hasard, mais presque, m'a fait rencontrer le théâtre, et j'ai sans doute pressenti à cette époque-là que c'était peut-être une porte de sortie de la prison intérieure dans laquelle j'étais, et qui m'empêchait de parler aux autres, et qui me faisait commencer à ne plus trop aimer les gens, parce que je leur en voulais de ne pas venir me voir. Et je me disais, mais je dois être quand même super intéressant, pourquoi ils ne viennent pas me parler? Sauf que moi, je n'allais pas leur parler non plus, donc ça pouvait durer longtemps comme ça. Donc heureusement, j'ai rencontré le théâtre. Et puis, grâce à toutes ces années, petit à petit, je me suis sorti légèrement de moi-même. Ça me permet d'oser prendre la parole sur un micro sans trop de honte, et sur une scène, et en plus, vous êtes hyper loin. Je vous trouve trop loin de moi. Voilà. Et en fait, ça me fait comprendre, et une manifestation comme la tienne, voilà, c'est sa première édition. Je le disais à Steve juste avant qu'on vienne, mais je le dis à haute voix parce que c'est bien que vous l'entendiez aussi. Il est entouré de toute une équipée de bénévoles qui sont là, qui se sont démenés comme des malades. Voilà, depuis le matin, je suis passé ce matin devant le lac, c'était pas encore ouvert, les bénévoles arrivaient évidemment voilà, à 7h30, 8h, je sais pas quelle heure. Voilà, donc voilà, il a vraiment monté un truc top. Et donc une manifestation comme la sienne, ça me permet de vous rencontrer. Et donc ça me ramène à quelques années en arrière, quand j'étais enfermé en moi-même et que je ne savais pas parler aux gens. Et donc le théâtre, ça me permet ça, une manifestation comme celle-là, ça me le permet. Parce qu'en fait, les gens, ça m'intéresse. Donc la comédie, vous savez, c'est comme les gens un petit peu qui sont en situation de handicap, ils ont besoin d'aide. Donc parfois c'est un fauteuil, parfois c'est des appareillages, parfois c'est autre chose, la thérapie, voilà. Moi, le théâtre, ça m'a aidé. Et donc ma vision de la comédie, en fait, c'est d'abord pour vous rencontrer. Et j'essaie de me débarrasser de tout l'ego. Il y a une jeune fille hier qui m'a fait une remarque qui était hyper intéressante. Ça m'a plongé dans un abîme de réflexion sur mon ego. Si ça flattait mon ego que vous veniez me voir. Donc j'ai réfléchi longuement à ça. Et puis en fait, vraiment, je pense que sincèrement, c'est pas tellement que ça flatte mon ego. Ça me fait plaisir, évidemment. C'est tellement important dans la vie que votre travail soit reconnu. Donc évidemment, moi je suis un petit peu exposé. Je sais que je suis un peu long, Steve, sur ta question, mais je ne sais pas faire aucun problème. Je ne sais pas faire autrement. C'est super important que notre travail soit reconnu. Mais le travail de tout le monde, le travail d'une femme de ménage, le travail d'un ingénieur, le travail, voilà. Moi je me méfie des hiérarchies, ça me fait très très peur. J'aime pas ça. Et voilà, donc mon travail il est reconnu par les témoignages si gentils et en général si généreux que vous faites. Et moi, ça me donne l'occasion de vous voir, de vous demander d'où vous venez. Donc parfois, je vous pose les mêmes questions et désolé, vous le savez. Voilà, donc je me répète parfois. J'aime savoir voilà ce que vous faites. Je vous pose des questions comme ça. Voilà, parce que votre vie, elle m'intéresse. Il n'y a pas de petite vie. Je suis en train de lire un bouquin qui est absolument passionnant, qui est un bouquin d'un type qui s'appelle Didier Fassin, qui a prononcé sa leçon inaugurale, Jérôme, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas je lui en ai parlé, c'est un aumônier qui est venu me voir, voilà, et la discussion avec lui était passionnante. Et Didier Fassin, il a prononcé sa leçon inaugurale au Collège de France il y a 2-3 ans. Le Collège de France, c'est une institution en France qui est, voilà, où on donne des cours gratuits, où des gens, des pontes,
de l'histoire, de la philosophie, des sciences, voilà, donne des cours gratuits. Et Didier Fassin, il a prononcé sa leçon. Et il attaque son texte, parce que moi je le lis, je ne l'ai pas entendu, il parle des vies. Et il dit, en gros, il y a 2 théories. Il y a une théorie qui dit que les vies sont sacrées, que toutes les vies sont sacrées. Et il y a une autre théorie qui dit que chaque vie a un prix. Moi, je vous avoue que je suis plutôt de la première théorie. Je pense que toutes les vies sont sacrées. Et voilà, donc pour essayer de revenir à ta question d'une façon un peu laborieuse, Steve, je m'en excuse. Donc moi, avec le handicap que j'avais, puis qui me poursuit encore un petit peu, qui parfois m'écrase encore un peu au sol, ma difficulté d'aller vers les autres, la comédie, c'est mon doudou, c'est mon fauteuil, c'est mon appareillage à moi, qui fait que j'arrive à un peu moins bégayer, à moins rougir quand vous me dites des choses gentilles, et puis à vous regarder dans les yeux et tout ça. Et voilà. Donc moi, ma vision de la comédie, c'est ça. Et surtout essayer de me débarrasser des prétentions qu'on peut avoir, des vanités, des choses de est-ce que je suis un bon acteur ou pas, est-ce que je suis un grand acteur, je voulais être le plus grand acteur du monde, je ne le suis pas, mais c'est pas grave du tout, on s'en fout, c'est pas ça l'intérêt. Voilà, l'intérêt c'est que c'est ce qui me fait vivre. Et ce qui me fait vivre, c'est de rencontrer les gens. C'est grâce à la rencontre avec les gens que ça me fait vivre, que ça me grandit. Parfois ça m'écrase aussi un peu, parce que parfois on rencontre des gens qui sont dans des moments, je ne vais pas dire qu'ils sont des abrutis, parce qu'on l'est tous à un moment ou à un autre, mais qui vous entraînent plutôt vers le bas. Donc j'essaie d'éloigner ces gens-là à ce moment-là, à ce moment de leur vie. Voilà. J'arrête parce que je suis trop long. Ça allait très bien. L'important, c'est de dire ce que tu as envie de dire. Puis ça m'a fait penser que j'ai oublié ma première question. Alors je vais rebondir sur le fait de rencontrer les gens. Et puis sur le fait qu'on soit à Neuchâtel, parce que le théâtre t'a déjà emmené à Neuchâtel, on va savoir 2 fois si je ne dis pas de bêtises. 3 même. 3 même. Ouais. Et puis une fois aussi pour le festival court-métrage où tu as été juré, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien juste. Tout à fait. Donc c'est une ville que tu connais déjà, mais c'est la première convention que tu fais en Suisse. Oui, exactement. Ouais. Alors, c'est vraiment un plaisir pour nous. Ouais. Par rapport à la comédie, à ton parcours, comment tu vois la suite de ton parcours? Comment tu l'imagines? Est-ce que t'aimerais te diriger peut-être aussi plus vers de la production ou Non, pas du tout, non. Pas du tout, ni la production, ni la mise en scène, non, tout ça, j'ai rayé ça de ma carte à moi, de mes envies, parce que moi, vous avez compris, une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier, c'est que ça me permettait de rencontrer des gens, mais c'est aussi parce que j'aime les textes, et que quand j'étais gamin, et que j'étais dans ma chambre, et que j'étais tout seul, je lisais les textes, et je les lisais parfois à haute voix. Voilà, et donc les poèmes, Baudelaire, même parfois des romans, Flaubert, tout ça, je les lisais à haute voix, Victor Hugo. Voilà, j'aimais bien les grands textes. Et un petit peu comme vous savez, je pense aux musiciens souvent, parce que je travaille avec des musiciens, c'est un travail absolument passionnant avec eux, parce qu'ils ont souvent une rigueur, de toute façon, je peux continuer sans chiffre, c'est pas grave. Vous voyez, je suis tellement bavard finalement que toutes ces années où je n'ai pas parlé quand j'étais adolescent, j'ai l'impression que je me rattrape aujourd'hui. C'est une pathologie, c'est dingue, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc la suite, je ne sais pas. J'ai envie de jouer des grands textes et des grands rôles. Pas tellement pour être le rôle principal, tout ça, c'est pas ça le problème. C'est en fait, vous savez, c'est comme les musiciens. Vous avez dans un orchestre, vous avez quelqu'un qui va faire juste sa note de triangle. Bon, elle est super importante, sa note de triangle. Et tous les personnages qui sont sur scène, c'est comme dans la vie, ils sont importants, tous. Il faut qu'on respecte tous les rôles, mais c'est vrai que j'ai envie de jouer des beaux rôles. J'ai eu la chance de jouer Shakespeare et des rôles magnifiques, Timon d'Athènes, Macbeth, qui étaient les rôles principaux. C'est comme un musicien, c'est quand il a une partition qui est belle, qui est large, qui lui permet d'exprimer plein de choses. Donc la suite, je l'espère comme ça. C'est une des chances aussi qu'on a avec les séries, peut-être un petit peu avec Kaamelott, mais vous en voyez sans doute plein à la télé ou ailleurs. C'est que les séries, pour les comédiens, ça permet d'être sur le temps long. Un film, quand on a la chance de tourner un film, c'est 1h20, 1h30, 2h, je sais pas quoi. Voilà, mais c'est relativement court. Alors qu'une série, sur des mois, des années parfois, on fait évoluer notre travail, on évolue avec... Voilà. Et puis le public qui nous voit, il évolue avec nous, il vieillit avec nous. C'est une des choses incroyables avec la série. J'en parle d'autant plus que moi aussi je suis téléspectateur de séries que j'adore. Et je vieillis avec les personnages. Et puis parfois la série se termine et je suis effondré.
parce que je me dis, ah non, je vais les perdre ces gens-là, voilà. Donc je regarde à nouveau les séries. Donc mon avenir, pour revenir à ta question, c'est que j'espère que j'aurai des jolis rôles au théâtre avec, voilà, qui me permettront de faire entendre des beaux textes aux gens, et parce que je crois que les auteurs, les grands auteurs, ça nous fait vivre un peu mieux. Il y a cette phrase magnifique de Jean Kelevitch, on peut vivre sans musique, on peut vivre sans poésie, sans, voilà, elle est un peu comme ça, sans littérature, tout ça, mais pas si bien. Exactement, ça c'est une très bonne phrase à retenir. Dans l'avenir, il y a aussi la suite de Kaamelott, qui est pour bientôt. Et puis, quand tu as commencé Kaamelott, il y a maintenant... Ça a commencé en quelle année? 15 ans déjà, hein? Ouais. Est-ce que tu avais déjà un peu une vision de l'évolution qu'allait prendre ton personnage? Aucune vision. Il se trouve que Kaamelott, là aussi, ça faisait suite à un spectacle de théâtre que nous avions monté avec Jean-Christophe Ambert, Caradoc, qui était Timon d'Athènes de Shakespeare. Et dans ce spectacle, Jean-Christophe Ambert, le metteur en scène, avait engagé un certain nombre de comédiens. Alexandre Astier, Jean-Robert Lombard, Loïc Varro, Nicolas Gabion, d'autres hein, évidemment, mais je parle de ceux qui après sont devenus des personnages que vous connaissez de Kaamelott. Et voilà, donc quelques mois plus tard, Alexandre nous a appelés, nous a dit est-ce que vous pouvez venir à Lyon? Voilà, j'ai un petit court-métrage, bon, j'ai pas trop de sous, mais voilà, ça me ferait plaisir, j'ai écrit un truc. Donc on est venu, on a tourné un machin qui s'appelle Dies Irae, pour vraiment les puristes spécialistes de Kaamelott. Je vois qu'il y en a qui ont des sourires. Mais oui, on connaît, mais oui, bien sûr, Dies Irae, évidemment. C'est la lutte finale, ouais. Donc voilà, et il nous a réunis, et c'est Dies Irae, puis après c'est devenu, voilà. Et donc quand on a tourné Dies Irae, d'abord je suis tombé un peu sur les fesses en lisant le scénario, parce qu'à cette époque-là, ils nous donnaient les scénarios à lire avant, maintenant c'est plus le cas. Mais donc j'ai trouvé ça extrêmement drôle, je me suis dit, mais il vient d'où cet Alexandre Astier que j'avais côtoyé en tant que partenaire sur scène? Et il vient d'où? Et j'ai adoré son écriture, et après, bon, il y a eu la série, mais... Le truc, en fait, c'est que on a commencé à tourner, ça a été diffusé, et assez vite, les audiences ont été très élevées. Je m'attendais à ce qu'on soit sacrifié par la chaîne, en fait, parce qu'on prenait la suite de Caméra Café, et c'était la sensation que j'avais, je me disais, bon, ils vont nous remplacer après la première saison, ils sont en train de préparer la suite. Et en fait, Kaamelott a marché très vite, en tout cas a eu de l'audience, et je me suis dit très vite que ça allait continuer. Voilà. Mais après, sur comment la suite allait évoluer, je ne savais rien, parce que après, donc, nous n'avons plus eu les textes. Donc, Alexandre a écrit dans son coin et nous donnait les textes le matin, il écrivait la nuit. Et quand nous arrivions sur le plateau du tournage, il nous donnait les textes. Donc, je n'avais aucune vision de ce qui allait se passer. Et pour prévenir les éventuelles questions suivantes, je ne sais absolument pas ce qui va se passer, s'il y aura un 2, c'est ce qui est annoncé, mais je n'ai pas d'autres infos. Quand il aura lieu, je ne sais pas. Et ce qu'il va raconter, j'en sais encore moins. Merci. Pardon, je suis un peu speed parce qu'en fait, je suis dans l'énergie des signatures d'avant. Donc, j'avais envie de parler avec les gens, tout ça. Puis, je voyais le temps tourner et puis on me faisait comprendre, attention, machin. Donc, j'ai fini en accélérant un peu. Puis, j'ai parlé un peu moins longtemps avec les dernières personnes. Si elles sont là, j'en suis désolé. Mais donc, du coup, j'étais dans ce... Donc là, vous voyez, je suis à fond. Voilà. Moi, ce que je me demandais aussi, c'est... justement, tu disais qu'Alexandre Astier vous donnait les scripts au dernier moment. J'ai entendu qu'Alexandre Astier, c'est justement quelqu'un qui est très... il sait ce qu'il veut. Et puis, c'est comment de travailler avec lui? Parce que des fois, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est presque difficile dans un sens, parce que c'est très carré. Donc, c'est comment de travailler avec Alexandre Astier? Il y a deux aspects. Un, c'est hyper cool, parce qu'il est extrêmement détendu. Voilà, il est sur son siège, comme ça il nous regarde, voilà, il fait son truc, il élève jamais la voix, c'est toujours à une voix très très modérée, très très douce, il sait ce qu'il veut, il donne à peine des indications, il va nous reprendre si on n'a pas dit une virgule à tel endroit, enfin, voilà, parce qu'il connaît son texte par cœur, contrairement parfois à nous, et voilà, donc c'est extrêmement cool. Un autre versant pour moi, c'est hyper compliqué parce que, comme vous l'avez compris, venant du théâtre, moi je travaille énormément en amont, je travaille avant les répétitions, le premier jour de répétition, parfois des metteurs en scène n'aiment pas ça, mais j'ai déjà travaillé. Avec Alexandre, je ne peux pas travailler puisque je n'ai pas le texte, donc je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, donc il y a ces deux versants-là. Mais en fait, c'est super agréable. Moi, il m'emmène dans un endroit d'inconfort pour moi, mais j'ai vachement de chance.
Alors, moi, j'avais encore quelques petites questions par rapport à Kaamelott, mais ce que je vais faire, c'est que je vais les garder pour la fin, si on a le temps. Et puis sinon, je vais laisser la parole au public, parce que j'ai cru comprendre que tu aimais échanger avec eux. Alors, je pense que comme ça leur fera plaisir aussi. Il y a Porco Rosso qui est là, que j'ai vu hier. Il y a des micros, il y a pas qui veut poser une Je vais te question. l'amener. Je vais donner le mien, ça ira. Tiens, voilà, comme ça, je te laisse. Bonjour. Bonjour. Oui, je vous ai vu hier, j'ai dû partir, je suis désolée. Quand vous faites du théâtre, est-ce que des fois vous pouvez improviser quelque chose? Et est-ce que dans Kaamelott, vous pouviez, parce que Alexandre Astier, il fait beaucoup de choses, il contrôle beaucoup de choses, est-ce qu'il est très carré aussi sur ce que vous allez dire et comment vous allez le dire? Avec Alexandre, ça va être court, il n'y a aucune improvisation. Enfin, en tout cas sur le texte, aucune improvisation, zéro. Il n'y a pas un mot qui est changé, tout ça. Il y a peut-être une fois un ou deux acteurs qui n'étaient pas de l'équipe d'origine, dont Alexandre a accepté les modifications, mais sinon il n'y a pas d'improvisation. Moi, dans mon travail de comédien, je ne sais pas ce que vous appelez l'improvisation. En tout cas, avec les années, petit à petit, j'essaye de plus en plus de me diriger vers... comment dire, à la fois une énorme préparation et peut-être encore plus grande, et je crois que ça va voilà, s'accentuer encore, donc en amont, et puis en même temps arriver sur le plateau et d'être le plus disponible possible à ce qui se passe. Parce que sinon, j'arrive avec mon gros bloc de préparation, vous voyez, un petit peu comme Lancelot, vous voyez son costume, voilà, vous voyez son costume, un peu enfermé dans ma préparation, et voilà. Il y a un prof qui a été formidable dans l'école que j'ai faite à Paris, une des écoles que j'ai faites, c'était un prof de Mario Gonzalez qui nous faisait travailler les masques, et il nous faisait travailler l'improvisation justement avec les masques. Et il nous a fait prendre conscience de ce que c'était que la concentration. Donc vous voyez, là par exemple, je suis en train de vous parler, je vois les gens juste derrière vous qui se lèvent, je vois les gens qui sont en train de parler, voilà. C'est comment je suis absolument ouvert à tout ce qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un que je vois qui est en train de traverser là. Voilà, donc vraiment d'être extrêmement sensible à ça. Alors je l'ai été déjà, parce que je suis une espèce d'éponge et enfin c'est pas que j'essaie, c'est que malgré moi, je ressens un certain nombre d'énergies qui se dégagent de la salle. Je vois quelqu'un qui va se toucher la cheville, machin, vous voyez, et je me souviens que mon souci, et je me souviens de ma grand-mère qui avait pas beaucoup un niveau d'études extrêmement... Elle avait dû quitter l'école sans doute à 10 ans, 12 ans. La première fois qu'elle est venue me voir au théâtre, je me suis dit, il faut qu'elle m'entende, il faut qu'elle comprenne l'histoire que je vais raconter. C'était hyper compliqué, c'était un Marivaux. Marivaux, c'est quand même l'écriture du XVIIIe siècle, voilà, voilà. Et mon souci, c'était ça. Donc voilà, je suis extrêmement perméable à ça, sensible à ça, et de plus en plus j'essaie de faire avec ce que vous êtes quand vous venez nous voir, et puis ce que je suis moi au moment où vous êtes venu me voir. Donc je ne suis pas dans le même état que la veille, je ne serai pas dans le même. Donc je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait de l'improvisation, mais c'est en tout cas dans un état de disponibilité qui fait que je suis réceptif et que j'essaye de choisir ce qui va me faire sortir de mon travail ou pas. Vous voyez ? Si tout d'un coup j'ai envie de m'adresser et de regarder quelqu'un qui est en train de passer le paravent, je peux le faire. Et ça c'est super parce que, enfin en tout cas moi ça me plaît parce que j'ai envie que tout le monde soit concerné dans la salle. Voilà. Et je sais en tant que spectateur, je me suis fait souvent ennuyer au théâtre et c'est une souffrance. Parfois, je m'ennuie au cinéma ou tout ça, et il y a des films mauvais, j'ai vu des films très mauvais, mais la souffrance n'est pas la même. C'est comme une espèce de mauvais plat que j'ingurgite. Vous voyez, je me goinfre, je vois un mauvais film, bon voilà, mais je le fais. Mais au théâtre, je ne sais pas pourquoi, c'est une souffrance physique. Quand je me fais chier dans la salle, mais j'ai mal aux fesses, je bouge, je dois me bouger. Et ça, j'ai pas envie que les gens subissent ça, enfin, ou le moins possible. Parfois, je suis dans des spectacles qui sont pas très bons, et donc j'essaie que les gens voilà, passent la moins mauvaise soirée possible. Voilà, je vais essayer d'arrêter, mais en tout cas, ce sera pas de l'improvisation. Désolé je bifurque un peu par rapport à votre question, mais c'est pas de l'improvisation, mais c'est d'être disponible. Donc, j'essaie de faire le moins possible la même chose que ce que j'ai fait la veille, et puis le lendemain. Voilà. J'ai à peu près bien répondu, ça va ?
Ah, il est là, Jérôme. Merci beaucoup. Je rebondis juste, en fait c'est une curiosité par rapport au théâtre sur quelque chose que tu as dit, que tu travaillais beaucoup en amont avant une pièce de théâtre, et puis en fait si je me projette, j'ai aucune idée parce que je connais pas ce milieu, mais si je me projette dans le travail d'un metteur en scène, j'aurais plutôt tendance à être content que les comédiens travaillent beaucoup en amont, mais tu as dit, il y en a certains, ça leur plaise pas. Ça m'intéresse en fait. Oui, parce que en fait, ça encombre certains metteurs en scène. D'ailleurs, peut-être Alexandre. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il nous donne les textes au dernier moment. Voilà. Mais Alexandre, j'ai jamais bossé avec lui comme metteur en scène au théâtre, donc je ne sais pas comment il procédera au théâtre. Mais ça encombre des metteurs en scène de théâtre, oui, parce que tout d'un coup, ils veulent tellement faire leur spectacle à eux que du coup, dans une version extrême, eh ben, on les gêne, quoi. Et moi, ça m'est arrivé, ça m'occasionne des conflits assez forts. Et je pense que maintenant, je vais de plus en plus aller au conflit et ne pas me laisser faire là-dessus, parce que j'ai une tendance avec ma nature que vous avez un peu voilà, d'être un peu sympa, de toujours faire l'œuvre du metteur en scène, parce qu'il y a un truc un peu dans le théâtre qui est un peu délirant, c'est qu'il y a le nom de l'auteur et puis du metteur en scène. Ouais, il est important de mettre en scène, mais les acteurs aussi, et puis celui qui a fait les lumières, c'est super important, ceux qui ont fait les costumes sont super importants, enfin, tous ces gens-là, voilà. Et donc les metteurs en scène, parfois, ils ont un ego tel, ou une telle soif, un petit peu comme Lancelot, de leur quête absolue, de faire leur œuvre, d'aller chercher leur Graal, qu'on les encombre. Mais moi, je me dis que le temps, il est précieux. On peut faire autre chose que de faire du théâtre. Moi, comme vous l'avez compris, peut-être que si j'avais pas été handicapé plus jeune, j'aurais fait autre chose. Et faire du théâtre, ça m'empêche de faire autre chose. Donc, mon temps sur un plateau, il est précieux. Et moi, mes partenaires, mes camarades de scène qui bossent pas, ça me saoule, en fait. Le metteur en scène qui n'a pas bossé, ça me saoule aussi. On a un spectacle à préparer, il faut le faire le mieux possible, et on ne peut pas démarrer à zéro le premier jour des répétitions, non. Il n'y a pas des musiciens qui arrivent sans connaître du tout leur partition ou qui connaissent pas le solfège, ça n'existe pas. Eh bien si, les acteurs de théâtre, ce serait ça. Si, non, c'est bon, la cool, non, mais si, on va parler, machin. Mais non, il faut qu'on bosse, quoi. Il faut qu'on donne du plaisir aux gens, il faut que les gens... je veux dire que le théâtre, ça coûte cher. Quand moi, spectateur, je veux aller au théâtre, il y a des fois, je me dis, oh, voilà, et ben, en tant qu'acteur sur un plateau, je me dis, ben, ces gens-là, ils sont dans la salle, ils ont payé un certain nombre d'argent. Ils sont 2, 3, 4 en famille. Et ben, on va leur en donner pour leur argent, quoi. On va pas la faire à la cool entre nous, acteurs. Regardez mon beau nombril, je suis un bon acteur, machin. Non, il faut donner aux gens, quoi. Donc moi, les metteurs en scène qui sont comme ça, et il y en aura peut-être d'autres que je vais rencontrer, je ne vais pas citer ceux que j'ai rencontrés qui étaient comme ça, et ben tant pis pour eux, sinon ils ne me prennent pas. Voilà. Une autre question ? Ici. Là, oui, juste à côté. J'ai vu deux, comme vous voulez. Ça fait à peu près combien de temps que vous connaissez Alexandre Astier ? 2001. 2001, c'est simple, vous connaissez 2001, une petite date célèbre. 2001 parce que c'était notre Shakespeare, voilà, Timon d'Athènes, donc ça fait 20... On est en quoi ? 22 ans. 22 ans. Rebonjour Thomas. Rebonjour. En tant qu'acteur, donc vous faites beaucoup de théâtre, mais aussi de la télévision, du cinéma, un peu de doublage, et vous êtes dans Les Rois Maudits, vous n'avez pas fait du doublage. Waouh, Ah, oui, c'est vrai. Alors, et donc également conteur pour l'association Tournesol dans les hôpitaux. Parmi toutes ces activités, quelle est la plus exigeante pour vous ? Quelle est la plus exigeante ? Celle qui demande le plus de, on va dire, de préparation, de physique ou mentale d'ailleurs. Alors, juste, je fais une petite nuance parce que j'ai trop de respect pour les conteurs pour me prétendre conteur. Je ne suis pas conteur parce que moi, j'ai mes livres, hein, donc voilà, je lis mes livres, voilà, même si je les connais très très bien, mais je les lis. Les conteurs, si vous avez l'occasion d'assister à des gens qui sont conteurs, c'est absolument fabuleux. Enfin, moi, j'ai eu cette chance-là. La plus exigeante, c'est peut-être, je sais pas comment dire. Je vais vous répondre à deux niveaux. C'est peut-être mon travail à l'hôpital,
qui rejoint les rencontres que je fais comme celle-là, comme aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est un tel flot d'émotions qu'il faut que je sois bien en forme physiquement, que j'ai dormi un peu plus que ces derniers jours-là. Donc là, ce matin, au début des signatures, j'étais un peu... voilà, j'ai confondu un nom, désolé pour Dominique, j'ai confondu son nom tout à l'heure. Donc c'est exigeant pour ça, parce qu'en fait, j'ai ce que je suis venu trouver, en fait. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est-à-dire rencontrer les gens. Donc rencontrer les gens, ça donne des émotions. Parfois, ça vous dérange un peu, mais ça sert à ça, les rencontres. Ça sert à être un peu dérangé, un peu à mince, il m'a poussé. Ah ouais, mais moi, je voulais aller là. Ah ouais. Une autre phrase, je fais mon prétentieux un peu, hein, pardon, mais il y a Flaubert qui disait, il y a un texte magnifique là-dessus qui dit « On ne se rencontre qu'en se heurtant ». Alors moi je ne suis pas aussi défaitiste et aussi sombre que Flaubert, je pense qu'on peut aussi se rencontrer en se caressant, voilà, d'une façon un peu plus douce, mais je comprends ce qu'il veut dire. Voilà, donc exigeant, c'est exigeant pour ça, parce que après, quand je sors de mes lectures à l'hôpital, par exemple, je ne peux rien faire d'autre pendant un moment. C'est-à-dire que je m'assois dans le métro ou dans mon transport, et même si j'ai du boulot, tout ça, je ne peux pas sortir, c'est pas possible. Je dois digérer ce qui vient de se passer. Vous voyez, là, ça va être le cas. Après ces 2 jours passés super avec vous, ça va être le cas. Donc ça, exigeant. Après, ce qui est hyper exigeant, mais après, moi, je ne fais pas assez de télé ou de ciné pour ça, mais c'est une discipline super dure. En fait, c'est un petit peu comme un microscope. Voilà, c'est vraiment, c'est super dur. Il faut être d'une précision. Voilà. Donc moi, j'en fais pas assez pour dire ça. Mais ce qui est exigeant au théâtre, c'est ce qu'on donne pendant le moment du spectacle. Et puis après, voilà, c'est ça, c'est qu'après on est complètement vide, quoi. On est waouh. Donc voilà, c'est ça que c'est exigeant, ça. Mais comme plein d'autres métiers, je pense. Pardon, je suis un peu long. Il y a d'autres questions Ah oui. Bonjour. Moi, je m'interrogeais par rapport à la relation aux personnages que vous endossez. Donc, quelle est la limite entre vous, en tant que Thomas, et les personnages, si vous travaillez en amont, à quel point ils deviennent vous, ou vous devenez eux ou pas? Voilà, c'est un peu ma question. Ah, très bonne question. Hier, Brad, que vous ne connaissez sans doute pas, mais il m'a dit des choses absolument formidables qui m'ont beaucoup touché. Et il m'a dit, bon, je ne vais pas vous dévoiler tout ce qu'il m'a dit, mais notamment, il m'a dit des choses. Il a fait une école de cinéma, ce monsieur, et il m'a dit, et Kaamelott, j'en ai bouffé, quoi. J'en ai bouffé, j'en ai regardé pendant des heures jusqu'à l'indigestion, j'en pouvais plus, voilà. Et puis il m'a dit des choses sur d'autres acteurs, et il m'a dit, mais il y a un truc chez vous qui était étonnant, c'est que je pouvais vous voir des heures, et en fait, je voyais jamais la technique, ou jamais, voilà, j'avais l'impression que c'était vous à chaque fois. Bon, alors, si je ne vous raconte pas ça, effectivement, ça m'a fait plaisir, mais donc j'essaye de tendre vers ça. En fait, évidemment, je joue des rôles très différents, mais j'essaie toujours d'infuser, un petit peu comme un sachet de verveine ou je sais pas quoi, de thé ou de machin. J'infuse dans l'auteur, vous voyez, voilà, pourquoi je travaille vachement en amont. Donc, parce que les auteurs, pour moi, sont importants. Et j'essaie après de retranscrire, de faire ressortir ce qu'ils ont raconté. Mais j'essaie de moins en moins d'être dans une représentation de qu'est-ce que serait le personnage, mais de dire, comme c'est dit dans une pièce, le personnage, en fait, c'est moi. Comme le dit Flaubert aussi, Madame Bovary, c'est moi. Et voilà, c'est moi. Le metteur en scène, il avait ses bonnes raisons, sans doute. J'essaie de ne plus me poser la question, mais c'est moi. Donc, j'essaie qu'il y ait le moins d'écart possible entre moi et les personnages, quoi. Mais forcément, entre jouer un type qui est odieux, qui bat sa femme, comme ça m'est arrivé dans un court-métrage, et puis un personnage, au contraire, qui est plus positif, j'espère être du côté du personnage le plus positif, mais même dans le type qui va battre sa femme, j'essaie de mettre une part de moi. Voilà, parce qu'on n'est pas des anges, parce qu'on est fait de plein de pulsions, de choses, et c'est pour ça que j'aime pas catégoriser les gens et dire voilà, il y a les bons et les gentils. Je me méfie de ça, ça me glace d'entendre ça.
Donc voilà, j'essaie de tendre vers des choses les plus positives que nous avons dans notre humanité, mais il y a aussi des choses de moins, voilà. Donc j'essaie de les exprimer, voyez, dans des rôles moins positifs. J'ai bien répondu ou pas? Ça va? D'autres questions? Bonjour. Je voulais savoir si tu avais le trac et comment tu le gères. Ah, très bonne question. Ah, c'est rigolo en plus. Je vais vous dire un truc qui est un peu facile. Le trac, je l'ai perdu à Vevey. On n'est pas très loin. En fait, je fais un remplacement sur un spectacle. J'arrive une semaine avant la première, un comédien part pour X raisons. Et donc j'arrive, je bosse, voilà. Et puis je crois que la première était à Vevey. Et il se trouve que, je sais pas où, je tombe malade dans le transport, machin. Donc j'avais de la fièvre, tout ça. J'étais en coulisses, puis je rentre sur le plateau, je joue comme je peux. Et puis je ressors et je me dis, tiens, j'ai pas eu peur. Donc je ne sais pas si je l'ai perdu à Vevey, en tout cas je m'en suis rendu compte à Vevey. Donc pour répondre non, je n'ai pas le trac, je ne l'ai plus en tout cas, je l'ai eu pendant longtemps, je l'ai plus. Peut-être qu'il est resté à Vevey, j'irai voir un jour si j'ai la chance de retourner jouer à Vevey. Non. Alors vous savez, il y a un grand metteur en scène, comédien, penseur du théâtre qui s'appelait Louis Jouvet, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas il a fait une réflexion à une de ses élèves qui lui disait j'ai pas peur, et il lui a dit ça viendra avec le talent. Donc peut-être que moi j'ai plus de talent du tout, j'en sais rien, voilà. Mais en fait ça, à mon avis c'était une bêtise de Louis Jouvet, je pense que ça n'a rien à voir avec le talent, il a dit d'autres choses sublimement intelligentes cet homme. Ouais, non, moi je l'ai pas. En fait, vous savez pourquoi? Je pense que ce qui a fait gagner, c'est que je prends de plus en plus de plaisir. Et que, en fait, c'est ça qui prend le pas sur ma peur. J'ai fait de la montagne pendant un moment et je suis parti du niveau 0, c'est-à-dire que jamais grimpé, tout ça, mais j'en rêvais. Voilà. Puis je me suis retrouvé un jour à 35 mètres de hauteur sur une aiguille, large comme ça, à genoux, mais terrorisé. J'étais accroché comme un enfant, voilà, mais il faut que je redescende. Voilà. Et puis j'en ai fait pas mal d'années de l'alpinisme et petit à petit la peur elle reculait, vous voyez, et le plaisir il était de plus en plus là. Je pense que l'alpinisme ça m'a fait comprendre, théoriser, je sais pas comment, et puis surtout ressentir dans les tripes ce que c'était. Donc la peur en fait je l'ai quasiment pas, ouais des fois un petit peu d'incertitude mais non, voilà, j'arrête avec, je suis toujours trop long, désolé, mais le trac je l'ai pas, je l'ai plus. C'est le plaisir qui prime. Ah oui, une question ici. Bonjour. Moi j'ai une question. Il y a eu pas mal d'années entre la fin de la série et le début du film. Comment s'est passé les retrouvailles avec le personnage de Lancelot? Est-ce que ça a été dur de se remettre dedans? Non, c'est pas dur parce que de toute façon je sais rien, donc j'arrive sur le plateau, je sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, on me file le texte pendant que je suis en train de me faire maquiller et voilà, et je l'apprends et je me dis. J'essaie de comprendre ce qu'il dit. Bon, c'est pas hyper dur, mais comme je ne sais pas ce qui se passe avant ou après, voilà. Donc non, ça n'a pas été dur. Alexandre m'avait très rapidement, succinctement raconté un petit peu l'endroit peut-être où il allait l'amener. Mais quand j'ai vu le film, j'ai vu des scènes qui se passaient avant celle que je jouais, et j'avais envie de dire à Alexandre, mais pourquoi tu m'as pas dit qu'il se passait ça? J'aurais joué la scène complètement différemment. Et sauf qu'ici, il me l'a pas dit, c'était qu'il avait une bonne raison. Donc non, ça n'a pas été dur. Non, je retrouve l'écriture d'Alexandre. Et qui n'est pas mon écriture, et ça aussi je faisais la comparaison pardon si la personne est là et qui m'a entendu hier, je me répète, mais c'est comme un musicien qui a l'habitude de jouer un certain répertoire et qui tout à coup tombe dans un répertoire qui n'est pas du tout le sien. Donc moi avec Alexandre, je suis dans un territoire complètement, qui commence à m'être un petit peu familier, mais je galère, je sors les avirons vachement. Bonjour. Arthur, les chevaliers et je pense aussi Lancelot recherchent le Graal, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver. Quel serait pour vous, en tant que comédien, votre Graal, les choses que vous voudriez vraiment tendre à obtenir, mais qui est complètement hors de portée en fait? Vous pouvez répéter un peu plus fort parce que je suis sourd et je n'ai pas entendu. Pardon. Quel serait votre Graal en tant que comédien? Quelque chose que vous
voulez tendre à trouver, mais qui en fait est inatteignable parce que c'est irréaliste? C'est émouvoir les gens le plus possible, voilà. C'est ça, c'est que les gens ressentent de l'émotion. J'aimerais ça. Je pense que je pars de très loin là-dessus, et c'est normal. Et quand j'étais à l'école, j'étais vraiment... moi, je regardais plein de mes camarades de promotion qui sont devenus maintenant des gens plutôt très connus, et ils étaient déjà super doués, et je les regardais, et moi, j'étais un peu à côté d'eux, très inhibé, je pense. Et puis surtout, j'essaie de ne pas parler de niveau, mais surtout pas capable de faire passer des émotions, vous voyez. Je pense que je disais déjà les textes à peu près pas trop mal, mais voilà, donc mon Graal, c'est ça en fait, c'est que les gens ressentent de plus en plus d'émotions. Et les moments que nous passons ensemble, ils sont hyper importants. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé chez vous en Suisse. Chez nous, on a été confinés. Vous en avez peut-être entendu des échos vus à la télé. Voilà. Moi, je suis désolé, mais je trouve ça grave qu'on confine les gens. Je trouve ça grave qu'on les isole. Moi, je travaille dans les maisons de retraite. J'ai travaillé avant. J'y suis retourné tout de suite après le premier confinement. Voilà, j'ai vu des gens se laisser mourir, qui n'avaient plus vu leur famille. Les moments qu'on passe ensemble, ils sont importants. Il faut leur accorder de l'importance. Donc parfois, comme le dit Flaubert, on se bouscule, on se heurte, c'est dans la vie de tous les jours, machin. Il y a quelqu'un qui ne te tient pas la porte, t'es énervé, ou qui te parle comme une merde. Voilà, mais il faut qu'on fasse attention les uns aux autres. Vous connaissez la chanson, il faut voir comme on nous parle, la chanson de Souchon. Il faut voir comme on nous parle quand même, comme on nous prend pour des débiles. Et quand les politiques font des trucs horribles, et que le peuple, et que nous ne sommes pas d'accord, on les entend dire « Ah, mais c'est parce qu'on a mal expliqué », sous-entendu parce qu'on est trop con. Non, mais en fait, on a très bien compris, c'est juste qu'on n'est pas d'accord. On veut pas de ce que vous nous proposez. On a très bien compris. Donc, ouais, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux uns aux autres. On est dans un monde où on veut beaucoup nous séparer, nous monter les uns contre les autres, on nous stigmatise. Il faut regarder celui-là. En France, il y a beaucoup des débats. C'est les paysans qui polluent, c'est les fonctionnaires qui foutent rien, qui gagnent de l'argent, c'est pas normal. Voilà. Voilà. Donc, j'ai encore une fois digressé, pardon. Mais donc, mon souci, c'est de mieux en mieux rencontrer les gens. Voilà. Je me répète, pardon. Oui, il y a un monsieur tout là-bas, Morgane. Si tu t'appelles Morgane, je ne me trompe pas. Oui, Moula, bien sûr, bien sûr. Bonjour. Je veux savoir, est-ce qu'il vous êtes déjà arrivé de refuser un rôle parce que vous ne le sentiez pas? Parce que je ne le sentais pas? Non, ça m'est arrivé de quitter un spectacle parce que je trouvais que ce qui se passait sur scène ne me convenait pas, et que j'étais un peu insolent, et surtout comme les gens qui n'osent pas agir, vous savez, souvent, ou qui ont peur de déranger, machin, ils se retiennent, puis à un moment ça pète. Voilà, donc j'ai arrêté, je suis parti, j'ai dit à mes camarades, non mais en fait vous avez rien foutu, la première, et je ne sais plus quand, dans 2 ou 3 jours, ou non, c'était un peu plus, ils avaient un peu plus de temps pour me remplacer, mais ils bossaient pas tout ça, et j'étais furieux, j'étais dans une rage, voilà. Et donc je suis parti. Refuser un rôle parce que je le sentais pas, non, je crois pas, non, je crois pas. Mais en fait, vous savez, on entend souvent, c'est dingue, je suis sur une tribune avec un micro, comme si j'avais, je vous dispensais la bonne parole, voilà, les comédiens, les hommes politiques, les journalistes, tout ça, ils sont à des micros, et c'est normal, ils parlent. Voilà. Moi, c'est pas normal que je parle. Voilà. Ce que vous avez à dire est au moins si intéressant que moi. Mais comment dire? Est-ce que j'ai refusé un rôle? Oui. Pourquoi je voulais dire ça? Parce que souvent, on entend les acteurs dire, mes collègues, qui disent, ouais, les journalistes les interrogent. Alors, comment vous allez orienter votre carrière, tout ça? Mais en fait, on est d'abord un métier où on est au chômage. Je ne sais pas comment vous appelez ça en Suisse, mais nous, on est d'abord au chômage. On n'a pas de travail. Donc les moments les plus durs, c'est qu'on attend d'avoir du travail. Donc on peut essayer de
je sais pas, de s'échauffer chez soi, de machin, de se préparer, machin, mais on n'est pas sur scène. Tant qu'on n'est pas sur scène, on ne fait pas notre métier. Donc ça peut être compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dans un tel confort de travail, on leur propose des rôles, tout ça, souvent que ils choisissent. Voilà. Mais le plus souvent, on choisit ce qu'on nous donne. C'est la première chose. Donc voilà, là aussi je suis un peu long par rapport à votre question, mais en tout cas pour y répondre vraiment, j'ai pas souvenir d'avoir refusé un rôle parce que je le sentais pas. Ce serait quoi un rôle que je sens pas, à votre avis? Ah pardon, mince. Oui, du coup j'aurais pas dû relancer sur une question. Dans le sens où vous sentez que vous n'arriverez pas à donner du vôtre dedans, et puis le jouer comme vous le voyez, puis qu'il est trop... Je sais pas comment expliquer. Alors non. Je me souviens, je reviens sur ce court-métrage que j'ai fait sur les femmes battues. C'était compliqué à jouer. Pour moi, ça me mettait dans très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Mais en même temps, il faut jouer les salauds. Il faut jouer les méchants, il faut jouer, parce que c'est une partie de notre humanité, encore une fois, et il faut la montrer. Et il faut essayer que cette humanité-là, elle s'éclaircisse, et donc dire aux gens qui battent leurs femmes, il ne faut pas le faire, ça se fait pas, ou qui battent leurs enfants, bon bref. Donc il faut des comédiens pour représenter ça, pour montrer ça. Et donc montrer ça d'une façon vraie, la plus vraie possible, c'est-à-dire ces gens-là, vous voyez, ils ne le portent pas sur leur visage dans la vie de tous les jours qu'ils le font. Mais ils le font. Et voilà. Donc, non, j'arrête. Voilà. Donc, ça va. On va prendre encore une dernière question. Là-bas au fond. Ah bah c'est parfait, elle a déjà le micro. Oui, bonjour. La question que je souhaitais vous poser, c'était... vous avez on n'entend pas très bien ici. Ouais. Vous faites la promotion d'un certain nombre de valeurs qui sont les vôtres et vous devez jouer des personnages qui sont soit très orgueilleux comme Lancelot ou des personnages qui battent leurs femmes. Et comment est-ce qu'on se sent, comment est-ce qu'on le vit en fait ces instants-là où on doit jouer quelqu'un qui est aux antipodes? Je vous entends pas assez, pardon. J'essaie de reconstituer en même temps les mots que je n'entends pas, mais je vous entends pas assez. Il demande ce que c'est de jouer quelqu'un qui est aux antipodes de ta personnalité. Qui est aux antipodes de ta personnalité. Lancelot, vous le trouvez aux antipodes de ma personnalité? Dans ce que j'ai compris de votre discours depuis le début, oui. Je pense que Alexandre, comme il écrit pour nous, qui ne me connaissait pas forcément intimement, mais voilà, c'est quelqu'un d'assez brillant, comme vous le savez, il a dû voir chez moi certaines choses, notamment une espèce de psychorigidité qui a pu apparaître dans certains propos que j'ai dit. Vous voyez, par exemple, quitter un spectacle parce que je trouve que les gens qui sont avec moi sur scène n'ont pas bossé, que j'ai honte. C'est pas super. Voilà, donc je suis capable de faire ce genre de truc. Parfois la rage ou la colère ou ma soif d'absolu, comme dirait Brel, me fait être un peu psychorigide. Donc là aussi je me soigne. Mais il y a quand même il y a quand même des choses qui me mettent très très en colère. Donc il a dû repérer ça, je pense, Alexandre. Donc je pense qu'il y a toujours en nous, encore une fois, on n'est pas que toute bonté à l'intérieur de nous et on peut toujours aller piocher quand on est comédien ou quand on fait un métier artistique comme musicien ou comme peintre, tout ça, la colère qu'on a ou des choses pas exprimées ou des choses pas belles. Il faut oser montrer ces choses pas belles. Et forcément, être comédien, c'est une certaine part d'impudeur. Comme là, peut-être en prenant le micro devant vous. Voilà, c'est une espèce d'impudeur, mais il faut que je l'assume, parce que vous êtes là, vous êtes venu m'écouter. Donc, ma timidité, je l'ai laissée vraiment loin. Et je ne vais pas me cacher en me disant « Oh là là, regardez ». Non, il faut que j'affronte ça. Et il faut que je sois devant vous, debout, le plus souriant possible, et à écouter ce que vous dites. Et donc je vais chercher en moi les trucs qui sont pas chouettes.
On en a plein, et j'en ai plein, et je vais les chercher. Ils sont plus ou moins loin, plus ou moins lointains, plus ou moins anciens, mais ils sont quand même là. Donc voilà, j'ai bien répondu, ça vous... Merci. Steve, tu avais une question à me poser, une dernière, ou non? Ou sinon on a fini, parce qu'il est peut-être l'heure, je ne sais pas. Ah, j'avais une question, ma curiosité me pousse à la poser quand même, puis je suis sûr que ça intéresse d'autres personnes. Ton costume dans le film, il est facile à mettre, parce qu'il n'a pas l'air. Alors le problème, c'est que tu n'as pas assisté aux séances d'autographe, donc à peu près toutes les personnes qui sont là m'ont déjà posé la question, donc je vais te répondre à toi, personnellement, intimement. Voilà, mais eux, ça va. Je ne pouvais pas le mettre tout seul, parce que c'est une espèce de machin qui tient au corps en dessous, là, voilà, là. Et puis après, là, au-dessus, je ne pouvais pas le mettre tout seul, et encore moins l'enlever tout seul. À part ça, il n'est pas lourd. Mais il est très contraignant, voilà. Mais il remplit bien son office, c'est-à-dire qu'il me contraint comme il contraint Lancelot et il l'enferme. Et les rencontres avec vous, vous avez compris, hein, c'est pas de la politesse ou c'est pas de la démagogie. Je les adore et elles sont importantes. Et je vais vous citer quelqu'un que j'ai vu dans une autre convention qui m'a parlé du costume, qui m'a fait une réflexion super intéressante et qui m'a amené à avoir cette pensée. Je me suis dit, si ça se trouve dans la suite, s'il y a une suite et si j'en suis, ce que je ne sais pas encore, en fait, Lancelot va disparaître complètement. Et ce sera une ombre. Donc Alexandre va me demander de venir sur le plateau du tournage. Il va me mettre sur un fond vert, on appelle ça des fonds verts au cinéma. Et puis il va me filmer. Puis après il va me reconstituer à l'ordinateur. Il va me faire disparaître complètement. Et voilà, je ne serai plus qu'une ombre dans la suite du film. Et je n'aurai plus de costume du tout. Voilà. Je te remercie. En tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Et pour moi aussi, c'était j'espère que ça vous a fait plaisir aussi. Un plaisir pour moi de venir, vraiment. Merci à vous.